Présentation de mon équipe du soir, de ce vendredi soir. J'accueille toujours beaucoup de plaisir Françoise Laborde, journaliste. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Notre ami Nathan Dever, écrivain, soyez le bienvenu. Merci. Fidèle de cette émission aussi. Véronique Jacquier, journaliste, qu'on ne présente plus évidemment. Bonsoir Thierry, C'est un plaisir de vous avoir. Et puis Mathieu Hoc, secrétaire général du Millénaire. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Et puis Magali Vicente, spécialiste de la communication politique, elle devrait nous rejoindre, mais elle est victime des embouteillages parisiens. Merci Anne Hidalgo. Il y a des embouteillages. Oh, commencez pas le débat. Vous savez pas qu'il y avait des embouteillages à Paris? Non, c'est un scoop. Je voulais commencer cette émission, ce punchline, par un scoop. Évidemment, enfin Magali, je l'interrogerai sur les raisons de son retard, mais je crois que c'est ça. On va commencer en se posant la question, et je la posais dans le sommaire de cette émission, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il à l'université de Lyon 2? On vous en a beaucoup parlé sur CNews. Souvenez-vous, le 1er avril dernier, Fabrice Balanche, maître de conférence en géographie à l'université Lyon 2, un des plus grands spécialistes de la série, était contraint de quitter son cours après l'éruption de militants pro-Palestine. La présidente de l'université Lyon 2 a affirmé dans la presse ne pas avoir été étonnée que l'universitaire subisse un blocage au regard de ses positionnements sur Gaza. On voit tout ça avec Olivier Madinier et Sarah Varny, et on sera avec Christophe Devougue, qui est historien, chercheur associé à Sciences Po et qui a pris la défense dans une tribune avec 50 universitaires de son collègue Fabrice Balanche. Mais tout d'abord, le rappel des faits, Olivier Madinier et Sarah Varny. Après 2 semaines de silence, la présidente de l'université Lyon 2 a réagi. Elle rappelle son soutien institutionnel à l'enseignant menacé et condamne l'attaque. Mais elle prend également ses distances et reproche à Fabrice Balanche ses interventions médiatiques. Je suis en colère car il y a eu des usages de termes qui ont quand même été très durs. Premier blocage islamiste de France, il fallait l'inventer. Je ne suis pas étonnée que cette interruption tombe sur ce collègue-ci au vu de ses positionnements sur Gaza. Un abandon qui surprend Fabrice Balanche selon son avocat. Elle n'a, semble-t-il, pas pris la mesure de la gravité de la bascule qui s'est produite dans un amphithéâtre de son université. Et cette déclaration, elle vient légitimer, quelque part, la violence dont il a pu être la victime. Et c'est inacceptable en l'état. Le 1er avril dernier, le maître de conférence est victime d'une intimidation. Sur ces images, une vingtaine de militants masqués affiliés au groupe radical Lyon 2 autonome font irruption dans son amphithéâtre et le forcent à quitter les lieux sous les insultes. Depuis cette scène, l'enseignant a pu reprendre le chemin de l'université et assure à nouveau ses cours. Mais la polémique ne semble pas redescendre. Dans une tribune, une cinquantaine d'universitaires apportent leur soutien à Fabrice Balanche et demandent la démission de la présidente de Lyon 2. Et parmi ces signataires, nous sommes avec Christophe Devougue, historien, chercheur associé à Sciences Po. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. C'était une évidence de signer cette tribune, Christophe Devougue, après ce qui est arrivé à votre collègue Fabrice Balanche. Oui, bonjour à vous. Écoutez, oui, c'est vraiment une évidence puisque vous avez rappelé les faits, votre reportage est très clair, les citations de la présidente sont malheureusement accablantes. Vous savez, c'est ce principe très clair qui s'appelle la liberté académique qui a été doublement menacée violemment par des étudiants masqués, anonymes, violents, et d'autre part par une présidente qui, à l'évidence, faisons un euphémisme, ne soutient guère notre collègue. Et c'est un cocktail autour, bien sûr, comme toujours, du thème de l'islamophobie. C'est un cocktail que nous redoutons particulièrement, mes amis et moi, qui est un cocktail que nous connaissons bien. Vous savez, démission d'université, menaces extérieures, accusation d'islamophobie, c'est une cible dans le dos. Donc nous sommes à la fois inquiets et nous avons voulu marquer un coup d'arrêt. Et là, vous demandez très clairement la démission de la présidente de Lyon 2, c'est ça ? Oui, écoutez, il faut de temps en temps dire maintenant ça suffit. Vous savez que ces affaires-là se sont produites aux États-Unis, et je dis bien avant Trump, et la présidente de Harvard, avant Trump, a démissionné suite aux innombrables incidents antisémites sur son campus. Une présidente d'université dépend d'un conseil d'administration. Nous demandons sa démission pour marquer encore une fois un coup d'arrêt à une dérive inquiétante qui peut se révéler extrêmement dangereuse pour le principal intéressé. Merci pour votre témoignage, Christophe Devougue, historien et chercheur associé à Sciences Po. Merci d'avoir témoigné sur Europe 1 et sur CNews ce soir. Françoise Laborde, quelle est votre réaction ?
C'est-à-dire que moi, je suis quand même frappée de voir qu'aujourd'hui, alors, sur le fond de... Merci. Évidemment, le fait d'avoir une présidente d'université qui soutient pas ses professeurs, c'est évidemment consternant. L'autre chose qui est encore plus consternante, je trouve, c'est d'avoir aujourd'hui des jeunes qui décident de faire taire par la force un intervenant. Alors, il se trouve que c'est un enseignant qui ne leur convient pas. Rappelez-vous, il y a pas très longtemps, on évoquait Elisabeth Badinter tout à l'heure. Elle devait faire des conférences où subitement il y a des manifestants qui disent non, elle va pas parler parce que ses positions sur la laïcité ne conviennent pas. Sylviane Agacinski, l'épouse de Lionel Jospin, qui a pris des positions contre la GPA, la gestation pour autrui, et qui devait faire des conférences et qui a été de la sorte aussi interdite de conférences parce que subitement il y avait des jeunes qui ne partageaient pas ses opinions. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que à partir du moment où on n'est pas dans la ligne droite de ce que une certaine bien-pensance pseudo-intellectuelle considère comme étant le camp du bien, on n'a pas le droit de s'exprimer. Et moi, je trouve ça consternant. Et c'est en effet très grave qu'une présidente d'université ne soutienne pas son professeur là-dessus. Et en effet, à Harvard, elle a été sommée de démissionner après une audition très suivie au Sénat américain, où en effet, elle avait été incapable de définir ce que c'était que l'antisémitisme. Ce qui est quand même un peu problématique quand on est président d'université. Donc oui, il y a tout ça qui est extrêmement grave et qui est quelque chose qui se répand dans nos universités de façon extrêmement forte. J'en profite pour saluer Magali Vicente qui nous a rejoint. La faute à qui? La faute à quoi? Toujours pareil. La faute au bouchon, à la circulation. Bon, très bien. Je vous donne la parole dans quelques instants. Vous voulez réagir, oui, Nathan Devers? Je ne connais pas Fabrice Balanche et je ne me permettrai pas de m'exprimer sur son travail, etc. Mais l'un des plus grands spécialistes de la Syrie. Oui, j'avais Pierre Lelouch l'autre jour sur ce plateau quand son affaire est sortie et il disait mais c'est un grand universitaire. Mais c'est ce que j'allais dire, je crois que le sujet n'est pas là. Normalement, à l'université, on peut avoir des désaccords extrêmement fermes, même extrêmement violents parfois, mais ils prennent la forme de débats académiques, de débats entre guillemets scientifiques, c'est-à-dire d'un affrontement d'idées. Dans l'histoire de l'université française, européenne, même américaine, il y a eu comme ça des moments d'affrontement extrêmement forts, extrêmement violents, qui sont restés extrêmement polémiques. La conférence de Davos, le débat entre Chomsky et Foucault, qui continue d'être légendaire. Je vous cite ça pour vous dire que normalement, si on a quelque chose à reprocher à un chercheur, ce qui est possible sur le plan intellectuel, ça doit se faire de cette façon-là. Et que évidemment, dès lors que on essaye de faire taire un universitaire, de l'empêcher d'enseigner, etc. Là, on entre dans un autre registre. Et je crois que face à ce genre de phénomène, il faut en effet, de manière extrêmement claire, extrêmement ferme, dire que ce genre de comportement rend impossible la vie normale, la vie saine des idées. Et c'est intéressant parce qu'on est dans un contexte très particulier où la liberté académique, elle est menacée de partout. On le voit aux États-Unis, où Donald Trump aujourd'hui est dans une logique extrêmement belliqueuse vis-à-vis de l'autonomie des universités. Et on voit aussi parfois, dans certaines universités, des personnes qui essayent d'empêcher les valeurs universitaires, ou en tout cas les principes universitaires, de pouvoir régir la vie des campus. Et dans les deux cas, vous avez des menaces. Je les remets pas forcément sur le même plan, parce que c'est pas la même chose quand un dirigeant s'en prend à une université ou quand c'est de l'intérieur. Mais en tout cas, vous avez une fragilité aujourd'hui de la vie universitaire qui est évidemment le ciment premier de la démocratie. Et là, Véronique Jacquier, on assiste à une scène incroyable. En fait, c'est cet enseignant qui est la victime, et en fait, c'est lui qui n'est pas soutenu aujourd'hui par sa hiérarchie. On marche un peu sur la tête. Mais on marche doublement sur la tête, parce que je pense qu'il n'est pas simplement question de liberté académique, loin de là. Le fond du problème, qui n'est absolument plus soulevé, y compris avec le développement de la polémique, c'est qu'une université comme Lyon 2 tolère une rupture du jeûne du Ramadan dans ses murs. Et c'est ça, au départ, que le professeur Fabrice Balanche dénonçait. C'est ça, au départ, qui pose problème. Vous avez et on raison n'en parle absolument plus. Maintenant, on dit, est-ce que le professeur a eu raison? Et la présidente de Lyon 2 ose dire, ah non, mais il a tenu des propos sur Gaza, c'était peut-être un peu too much. Mais on marche sur la tête, oui, on marche sur la tête, parce que nos universités sont menacées, non pas par une histoire de liberté académique, me semble-t-il, mais
oui, par un entrisme islamiste qu'a dénoncé justement Fabrice Balanche, et il a bien fait. Et la preuve, je trouve ça intéressant de voir qu'il est quand même soutenu par bon nombre de ses pairs. Ensuite, juste une petite chose qu'on ne souligne jamais, mais qui va rejoindre finalement ce que dit Nathan, c'est que ces grands débats qu'on avait dans les années 60 ou même 68 entre grands intellectuels, avec des étudiants qui buvaient leurs paroles, malheureusement, mon cher Nathan, on n'en est plus là. Les étudiants qui viennent étudier ne viennent plus pour étudier. En 3 ans, ils n'arrivent même pas à avoir une licence. Coût pour l'État, 11 500 €. C'est ultra subventionné. Il me semble que là aussi, il y a un sujet. Et je faisais référence à Pierre Lelouch, qui vraiment qui était à nos côtés quand l'affaire a éclaté, et qui connaît bien cet enseignant et qui connaît bien la politique internationale, qui dit mais c'est scandaleux parce qu'en fait c'est un des plus grands spécialistes du Moyen-Orient et notamment de la Syrie. Et il le disait à juste titre, qu'on soit d'accord ou pas, comme vous l'évoquiez très justement, mon cher Nathan, mais c'est également l'intérêt de l'enseignant et que les étudiants devraient se réjouir. Ordre d'idée, regardez Gilles Kepel il y a quelques temps. Oui, bien sûr. Il avait perdu. Et c'est ça qui est terrible. Toutes ses chaires et tous ses cours à Sciences Po. C'est ça qui est terrible. Parce qu'il y a 3 problèmes en fait. Il y a un premier problème qui est que dans la communauté éducative et notamment la communauté enseignante, il y a un vrai sujet, c'est qu'il y a plus de liberté, il y a de moins en moins de liberté académique puisqu'il y a de moins en moins de confrontation, de débat d'idées. Vous prenez l'ensemble des sciences humaines et des sciences économiques, la plupart des enseignants aujourd'hui pensent la même chose. Sur les questions économiques, il y a de moins en moins de professeurs qui sont néolibéraux, etc. Il y a de la même façon, sur les sciences humaines, on peut démultiplier en sociologie, etc. Donc là, il y a un premier problème, c'est, on va dire, l'uniformité de la pensée au niveau de l'enseignement supérieur. Le deuxième sujet qui me paraît majeur, c'est ce que vous avez rappelé, c'est qu'en fait, on a eu des pressions de la part de la base, en fait. C'est-à-dire qu'on a une base d'étudiants de plus en plus radicalisés. Toutes les enquêtes Cevipof le démontrent. Quand vous prenez un sondage dans les années 2000, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, à Sciences Po, vous prenez une promo, c'était à peu près 40% d'étudiants qui se disaient dits de droite et 60% dits de gauche, et qu'aujourd'hui, on est quasiment à 80% avec plus de 50% qui sont LFI ou Philippe Poutou. À un moment donné, ça peut pas donner des bons résultats. Et puis le troisième problème aussi, me semble-t-il, c'est que dans l'enseignement supérieur, trop de responsables d'université ont adopté la logique du pas de conflit, pas de vague, et n'ont pas soutenu suffisamment les enseignants. Et après, ça a des impacts qui sont considérables sur toute la chaîne de l'éducation. Quand vous avez aujourd'hui 54% des professeurs qui s'autocensurent dans le lycée, par exemple, dans le secondaire ou dans le collège, si l'exemple n'est pas donné au niveau de l'enseignement supérieur, je peux vous garantir que le problème ne sera pas résolu dans l'ensemble de la politique éducative en France. Et c'est ça, me semble-t-il, le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui ne sont plus suffisamment enseignées, et donc de fait le citoyen éclairé, qui est la promesse républicaine de l'école, cette promesse-là n'est plus suffisamment, est un peu battue en brèche finalement par tous les problématiques que je viens de vous énoncer. Allez, Magali Vissane, vous avez retrouvé votre sou parce que vous avez couru pour être à l'heure à cette émission, malgré les embouteillages parisiens, et on ne vise personne évidemment, mon cher Nathan Dever, on ne cite aucun nom. Magali Vissane, votre regard très rapidement. Non, mais entre la prise de position de la présidente et le délai aussi de sa prise de position, c'est qu'on a pu remarquer qu'il y a eu un premier communiqué de la part de l'université que 3 jours après, et là, la présidente, elle s'exprime 15 jours après. Donc, entre ce qu'elle dit et en plus le délai, il y a un total affaiblissement, en fait, de la posture de l'université face à l'intimidation. Et après, quand on regarde les mots qu'elle utilise, où elle dit que c'est l'enseignant, et c'est à l'enseignant, en fait, de trouver sa place au sein de l'université, on voit bien qu'en fait, il y a un renversement des responsabilités. Il lui met une cible dans le dos, là. Et c'est là où c'est très grave, c'est qu'aujourd'hui, si on a une présidente d'université qui renverse la responsabilité, et comme vous le disiez très bien, s'il a réagi comme ça, c'est aussi parce qu'il se passait un certain nombre de faits au sein de l'université. Là, en fait, on a totalement un déni de responsabilité de la part de la présidente. Et moi, je salue en fait les 50 signataires qui demandent sa démission, parce que effectivement, on parle aujourd'hui de recul de l'État, de recul de la République. Et bien là, totalement, si on commence à reculer au niveau de l'université, ça dit beaucoup. Oui. Ça dit beaucoup de notre société. Ça dit beaucoup, totalement. Les amis, on va marquer une pause dans ce punchline sur Europe 1, sur CNews. Question, vous avez prévu de partir pour les différents ponts de mois de mai? Tout. Prenez le train ou pas? Mais pas du tout. Françoise Laborde, non. Demain. Oui. Demain. Angers. Angers. Véronique. Moi aussi. Jacquier. Nathan. J'ai prévu de rester avec vous. Voilà. Mais je serai avec vous aussi demain. Ah, très bien. Rassurez-nous. On va faire les deux. Parce qu'on va parler des grèves. Et oui, quand il y a des ponts, il y a des grèves. À la SNCF. On en parle sur Europe 1, sur CNews. Restez avec nous. Première chaîne d'information de France, c'est sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite.